Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce mardi 8 novembre, retour à Anduze après la tornade qui a frappé la commune gardoise le 3 novembre. Artisans et entrepreneurs prennent aujourd'hui la mesure des dégâts. La pauvreté progresse dans l'Hérault pour la 3e année consécutive. C'est ce qui ressort du rapport annuel du Secours catholique qui compte 10% de bénéficiaires de plus que l'an passé. Et puis la grogne des professionnels de l'hôtellerie-restauration. Dans son plan de rigueur, le gouvernement prévoit que la TVA soit portée de 5,5 à 7%. Réaction à Nîmes. Et en fin de journal, je vous propose de découvrir l'art pauvre, un mouvement artistique né en Italie et qui s'expose actuellement au Carré d'Art de Nîmes. Et tout d'abord, les suites de l'enquête sur le meurtre d'Océane à Bellegarde, dans le Gard. Les résultats des analyses effectuées sur les échantillons ADN prélevés sur le corps de la fillette de 8 ans sont à présent connus. Des résultats qui mettent hors de cause le septuagénaire placé en garde à vue depuis dimanche. Le procureur de la République a annoncé sa remise en liberté ce soir. On l'écoute au micro d'Alain Belon lors de sa déclaration. On l'écoutera dans... La certitude que j'ai à cette heure, c'est que monsieur, je ne vais pas dire son nom, enfin la personne qui était en garde à vue, ne correspond pas au profil. Cela ne marque pas l'arrêt, bien sûr, de l'enquête et des investigations, et que nous allons très rapidement poursuivre celle-ci pour évidemment parvenir à identifier à qui appartient le profil ADN qui a été révélé. D'ores et déjà ont été lancées une série d'analyses pour comparer celui-ci à des empreintes qui sont dans le fichier national des empreintes génétiques. Et des comparaisons seront éventuellement, s'il le faut encore, effectuées au-delà du FNAEG. Il n'est pas exclu effectivement que nous soyons conduits à effectuer des prélèvements importants pour essayer de d'élucider cette affaire, bien sûr. Et à Bellegarde, une marche blanche en mémoire d'Océane est organisée demain. Le cortège partira à 14h30 de l'école primaire où la fillette était scolarisée pour rejoindre l'église où une cérémonie religieuse se tiendra. Retour à Anduze à présent. Dans la nuit du 3 au 4 novembre, en plein épisode Cévenol, une mini-tornade s'est abattue sur la commune. Toiture arrachée, arbres déracinés, le bilan matériel est lourd. Et aujourd'hui, habitants et entreprises prennent peu à peu la mesure des dégâts. Pour certains, plusieurs mois seront nécessaires pour tout remettre en état. Le reportage d'Olivier Michel. 5 jours après le passage de la tornade à Anduze, l'heure est au bilan. Si elle n'a fait aucune victime, les dégâts sont nombreux, notamment dans les 3 plus grands campings de la ville. Donc on a à peu près 150 arbres couchés, déracinés, une dizaine de mobil-homes endommagés, donc 2-3 à changer. Et après tout ce qui est réseau, eau, électricité à vérifier. 100 mètres plus loin, c'est le comptoir Cévenol du Bois et sa scierie que la tornade a dévasté. Conséquence, l'entreprise a une activité des plus réduites et envisage même du chômage technique. On a 13 personnes qui travaillent sur le site, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer. C'est les premières conséquences. Et les secondes conséquences, comme la scierie, la production de l'entreprise est un peu le nerf de la guerre de l'entreprise, ça risque de porter préjudice à la continuation de comptoir Cévenol du Bois. Du côté des particuliers, une centaine d'habitations a été touchée sur Anduze et un suivi est toujours assuré par la municipalité. De nombreux arbres sont tombés sur les propriétés. Nous avons pas mal de résidences secondaires. Nous avons pas mal de personnes aussi qui sont pour les unes âgées, pour les autres veuves, pour d'autres encore invalides. Et donc il convient de les accompagner. La demande de classement en état de catastrophe naturelle a été effectuée pour les indemnisations. Reste un patrimoine qui ne sera lui pas remplaçable avant de nombreuses années et fera défaut aux touristes cet été, les arbres.
La pauvreté en augmentation dans l'Hérault pour la 3e année consécutive. C'est ce qui ressort une nouvelle fois du rapport annuel publié par le Secours catholique ce matin. L'association compte 10% de bénéficiaires de plus que l'an passé dans le département, soit 18 500 personnes prises en charge. Et ce sont plus particulièrement les jeunes qui sont touchés, comme l'explique le délégué départemental du Secours catholique à Jeanbrun. Il y a un nombre de jeunes très impressionnants qui viennent nous voir et cette année on a mis l'accent particulièrement sur les jeunes de moins de 25 ans qui sont, d'après nos analyses en tout cas, les plus impactés dès qu'il y a une fragilité, une difficulté dans leur parcours de vie. Le début c'est plutôt une rupture affective et un choix d'autonomie très fort exprimé par les jeunes, mais ça se traduit ensuite par des questions matérielles. Comme les jeunes de moins de 25 ans ont très difficilement accès au RSA, ils n'ont pratiquement aucune ressource, ils se retrouvent sans logement stable, donc personnes à la rue, dans des hébergements très précaires ou des squats, ce qui renforce le décalage par rapport à la société et freine énormément leur insertion dans l'emploi et avoir une activité stable. Les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration ne digèrent pas la hausse de la TVA annoncée par le gouvernement hier. Dans le cadre de son plan de rigueur, il porte le taux de 5,5 à 7%. En Languedoc-Roussillon, les professionnels du tourisme s'estiment particulièrement pénalisés. Reportage dans le Gard, Nicolas Pinchino. Ça me gêne vraiment pas beaucoup, sincèrement. Je pense que le gouvernement fait ce qu'il doit faire. Je pense que on doit passer par là. Je préfère payer 7% de TVA que de me retrouver dans la position de la Grèce. Si côté client, le passage de la TVA de 5,5 à 7% ne représentera qu'une légère augmentation, du côté des professionnels, l'inquiétude est plus présente. C'est encore une mesure que le gouvernement prend. Forcément, on prend encore l'argent à ceux qui travaillent le plus pour le donner à ceux qui travaillent le moins. Ça risque de mettre un frein un petit peu au niveau économique nous concernant, alors qu'on était sur une bonne lancée, même voir les numéros 1 en termes d'embauche ces derniers temps. Donc j'espère que ça ne va pas jouer sur les emplois. Un problème d'emploi cependant très concret pour les professionnels. Au Nîmes-Hôtel à Nîmes, Serge Sanchez, propriétaire de la plus importante capacité hôtelière de la région, avec 180 chambres, estime que la perte serait équivalente à 3 emplois. L'impact est important et je crois qu'il y a un problème d'incohérence. C'est qu'il y a 2 ans, on a augmenté les salaires, créé 2 emplois. À côté de ça, il fallait investir. On a investi en louant cette nouvelle cuisine 400 000 € sur des prêts sur une durée de 10 ans et naturellement réduit les prix qui étaient prévus sur cet article. Des restaurateurs qui vont donc être contraints de répercuter cette augmentation de TVA sur la note du client. C'est sûr qu'il faudra expliquer ça aux clients d'une manière élégante et que tout le monde y mette du sien. Une augmentation de TVA de 1,5% qui inquiète à plusieurs titres. Est-ce une première semonce dans un plan de rigueur national? Comment le tourisme international va réagir à l'augmentation des prix de la restauration et de l'hôtellerie? Des questions auxquelles devra faire face dans les prochains jours le gouvernement. Et lundi 14 novembre, les premières rencontres du tourisme se tiendront à Nîmes en présence du secrétaire d'État au tourisme, Frédéric Lefebvre. Deuxième jour d'audience pour Jean-Michel Bissonnet. Aujourd'hui, le procès en appel de l'homme d'affaires s'est ouvert hier matin devant la cour d'assises de l'Aude à Carcassonne. Il est accusé d'avoir commandité le meurtre de sa femme Bernadette en mars 2008 à Castelnau-le-Lez. Le 10 février dernier, Jean-Michel Bissonnet avait été condamné à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Hérault, une peine dont il avait fait appel. Aujourd'hui, l'audience était consacrée au couple Bissonnet et plus particulièrement à la personnalité de Bernadette Bissonnet. L'homme qui avait agressé un conducteur de bus sur la ligne 15 vendredi soir à Montpellier était jugé en comparution immédiate cet après-midi. Il est accusé de violence volontaire aggravée. Le procureur avait requis 6 mois de prison ferme contre le quadragénaire. Dans la salle d'audience, le chauffeur de bus agressé a tenu à être présent. Son témoignage au micro de Jeanbrun. J'arrive pas à réaliser ce qui s'est passé. Je crois que tout a été dit aujourd'hui. C'est de la violence gratuite. Voilà, on est énervé, on est éméché, donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a un chauffeur, je lui tape dessus. Malheureusement, je suis pas le seul. C'est ce qui aujourd'hui, c'est pour ça que je suis en colère. Je suis pas en colère par rapport à mon état physique, parce que ça va guérir. Mais je suis en colère parce qu'on nous prend trop souvent pour cible, quoi. Je me suis senti complètement impuissant. Mais quand je vous dis impuissant, c'est vraiment impuissant, quoi. Dans le bus, bloqué.
Et la preuve en est, c'est que c'est les personnes qui m'ont secouru, qui ont donné l'alarme, qui ont dit ce que j'avais, qui ont donné le lieu où j'étais. Mais à côté de ça, il y a énormément de gens qui vous disent bonjour, avec qui vous avez un contact. Moi, j'ai des gens qui me serrent la main régulièrement, qui vous donnent des bonbons, qui vous donnent des chocolats. Voilà, ça aussi, ça fait partie de notre métier. Donc il y a les fous furieux, et puis il y a ceux qui sont là, qui attendent tranquillement et qui aiment prendre leur bus, quoi, qui aiment leur chauffeur, qui aiment le bus. Et heureusement, Dieu merci d'ailleurs. Mais par contre, il y a une minorité qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cet état-là et que c'est vrai que ça devient de pire en pire, quoi. On essaie de trouver des solutions. Maintenant, comme l'a dit l'avocat, on ne va pas mettre un flic à chaque chauffeur. C'est impossible. Mais il est vrai qu'on doit trouver des solutions. Et ce soir, le juge a suivi les réquisitions du procureur. L'agresseur vient d'être condamné à 6 mois de prison ferme. Il a été interpellé à l'audience. La deuxième circonscription de l'Hérault, qui englobe une grosse partie de Montpellier, attise décidément les convoitises. Samedi, le conseiller municipal, Philippe Sorel, avait annoncé qu'il était candidat à l'investiture socialiste sur cette circonscription, vu des élections législatives de 2012. Mais d'autres, à gauche, sont aussi sur les rangs, comme Anne-Yvonne Ledin, Charles Coury, Félix Bépeau ou encore Michael Delafosse. Et l'actuel élu de la circonscription, André Vézinet, le président du conseil général, n'a pas apprécié l'annonce de Philippe Sorel. On l'entend au micro d'Olivier Roiran. Philippe Sorel, il commet une énorme erreur. Il est aujourd'hui le Saint-Sébastien de la politique. Il va prendre toutes les flèches, parce que sans avoir consulté qui que ce soit, sans en avoir référé au parti, c'est un comportement, de goujat, et c'est un comportement qui est totalement aberrant. Cela prouve un égocentrisme surdimensionné. Il a une envie furieuse d'être maire de Montpellier, il a une envie furieuse d'être député, il a sûrement une envie furieuse d'être président de la région et d'être président du conseil général. Je pense que M. Sorel serait bien inspiré d'aller voir ce que pensent les gens de la Paillade, du mondain qu'il est, parce qu'il n'y a pas beaucoup de barons de Caravette à la Paillade. Je peux en parler, puisqu'il est au conseil général depuis plusieurs années et qu'il n'a pour le moment rien produit, rien fait, quelques phrases tout au plus. C'est l'homme des phrases. Voilà, André Vézinet qui confirme par ailleurs qu'il est candidat à sa propre succession si la future règle sur le cumul des mandats ne l'oblige pas à quitter son fauteuil de président du Conseil général. Au Parti socialiste, l'inscription des candidatures en vue des élections législatives débute le 17 novembre. On l'a appris ce matin, Bernard Durand est mort. L'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nîmes a également été conseiller municipal de Jean Bousquet. C'était entre 1983 et 1989. Spécialiste du surréalisme, il a surtout participé à la création du carré d'art. Et c'est justement dans ce musée que je vous emmène maintenant à la découverte de 8 sculpteurs, tous représentant d'un mouvement artistique né en Italie dans les années 60, l'art pauvre, un courant qui accorde autant d'attention aux matériaux et au processus de création qu'à l'œuvre finie. Découverte avec Nicolas Pinchino. 8 artistes, autant de salles. L'Arte Povera s'est invité à Carré d'Art du 4 novembre 2011 au 15 janvier 2012. Cette exposition marque également la dernière de Françoise Cohen, depuis 10 ans, commissaire d'exposition et directrice du musée d'art contemporain de Nîmes. C'est à la fois dans le sens effectivement de matériaux qui sont des matériaux simples, des matériaux quotidiens, qui sont mis en œuvre simplement, souvent par l'artiste lui-même à l'atelier, voire en improvisant directement dans la salle d'exposition. Et c'est une idée aussi d'économie. C'est-à-dire non pas de restriction, on veut faire pauvre, mais d'aller droit au but. Et donc de ne pas remplir l'espace, multiplier les propositions qui vont être redondantes. C'est vraiment une certaine rigueur, on va dire, dans la recherche. On a fait venir en fait les matériaux, ça faisait une sorte d'inventaire à l'après-vert avec des bouteilles de bière, des bouts de bois, de la moquette et ça a été mis en œuvre d'ailleurs au fur et à mesure des jours d'installation. Certains objets ont complètement changé de dispositif, de disposition. Une exposition très sobre qui laisse une place importante aux interrogations à l'imaginaire du visiteur.
Une exposition à voir au Carré d'Art de Nîmes jusqu'au 15 janvier. Un mot de rugby pour terminer le match de top 14 Lyon-Montpellier qui n'avait pas pu se jouer le week-end dernier à cause d'une épidémie d'oreillons est reporté au 30 novembre. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu demain, 12h30. D'ici là, passez une très belle soirée sur TV Sud.